sur Perfect TV. L'heure est venue. Actu commenté est là pour vous. Amira Malini, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu commenté, l'émission qui éclaire. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle Actu commentée. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un procès hautement médiatisé. Donc, il s'agit du procès des 5 généraux accusés d'avoir fui devant l'ennemi. Nous allons également aborder les tensions politiques entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, ancien président de la République. Et nous allons aussi partager avec vous cette analyse en rapport avec la répétition de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et en 1997, il y avait la crise entre le gouvernement zaïrois et on va faire cette comparaison aux tensions actuelles entre Félix Tshisekedi et les différents mouvements rebelles. Mais avant tout, point sur l'actualité. L'archevêque général Eji Bayamampia affirme que Monseigneur Donancia Cholet a bien déclaré que le pacte social initié plutôt par la Sanko était destiné aux successeurs de Félix Tshisekedi, contrairement au démenti de ce dernier. Par ailleurs, Eji Bayamampia annonce une nouvelle initiative distincte de la Sanko et de l'ECC baptisée Initiative confessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo, ouverte à tous les Congolais. Et cette divergence illustre les tensions entre les confessions religieuses. L'extraction est suspendue dans la 3e mine d'étain au monde en termes de production en raison du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. La mine de cassitérite de Bizi a produit en 2024 17 300 tonnes de concentré d'étain, soit environ 6% de l'offre mondiale de minerais d'étain selon l'Association internationale d'étain. L'étain, il faut savoir, est principalement utilisé pour souder les composants électroniques sur des circuits imprimés. Enfin, la fermeture des aéroports de Goma et Bukavu bloque l'approvisionnement de la capitale en produits alimentaires, provoquant une hausse de prix de saucissons, fromage, pommes de terre. Donc 1 kilo de pommes de terre est passé de 6 000 francs à 9 000 francs congolais. 1 kilo d'oignon est passé de 6 000 francs à 8 000 francs congolais. En raison du conflit, les transporteurs de nourriture sont obligés de changer de route pour atteindre la ville de Kinshasa, ce qui augmente les coûts et par conséquent les prix pour les consommateurs. Oui, vous êtes en train de suivre Actu commenté. 5 généraux de l'armée, de la police sont jugés à Kinshasa pour fuite devant l'ennemi. Et nous allons du côté de la régie, nous allons commencer par un extrait et nous allons revenir pour les commentaires parce que ce procès est hautement médiatisé et a été beaucoup commenté au sein de l'opinion. Territoire Kabeya Kamunga. Vous êtes marié? Oui, je suis marié, oui. Vous êtes marié à qui? À Madame Ikomba Muvumba Monique. Vous avez une progéniture? Oui, j'ai 6 enfants. Vous êtes dans la police depuis quand? J'étais dans la garde civile, la police avec... Vous êtes sous les drapeaux depuis quand? 1985. Vous connaissez votre numéro matricule? C'est un peu long, c'est long. Je vais le lire. 11 963 0 16 83 242. C'est cela, mon gérant.
Vous avez fait quelles études civiles? Oui, je suis licencié en droit. De quelle université? Université de Kinshasa. En quelle année vous avez terminé vos études? 1985. Vous avez eu votre licence en 85. Oui. Vous êtes protestant. Je suis protestant. Vous avez des antécédents judiciaires. Négatif. À Goma, vous occupiez quelle fonction? Commissaire provincial du Nord Kivu. Commissaire provincial de la police nationale congolaise. Vous habitez où? Ou vous résidez où? Je suis sur avenue Moulangu, numéro 2. Ici, quartier Malangu. Moulangu, c'est une erreur de... Moulangu. Numéro 2. Oui. Quartier Kindele, commune de Mongafoul. Vous êtes assisté par des conseils qu'ils se présentent. Et là, c'est le procès de 5 généraux de l'armée et de la police ayant fui devant l'ennemi. Et ce procès a été beaucoup commenté. Et tout de suite, le premier commentaire à quand le procès de ceux qui détournent l'argent des militaires et de leurs veuves et orphelins, qui surfacturent l'achat d'armement, munitions, qui paient des mercenaires pour en tirer des commissions. Oui, ça c'est... Nous continuons encore avec les commentaires. Vous nous suivez à la maison, vous pouvez également nous envoyer vos commentaires. On va partager comme on le fait d'habitude. Je vais continuer avec le commentaire. Ces officiers avaient fui un jour avant l'attaque de Goma. Ils n'avaient même pas combattu. Ça, ce sont ce sont les différentes opinions des Congolais qui suivent cette situation de près, qui ont suivi le procès. Il y a les uns qui approuvent comme d'habitude, il y a les autres qui sont mécontents, mais vous allez suivre les avis des uns et des autres. Ça, c'est un commentaire il s'appelle le Caputo, lui il vit vraiment dans l'Est. Il écrit ceci: notre gouvernement avait assisté passivement à l'encerclement de Goma. Je me demandais même par quel miracle l'on pouvait renverser la tendance, dès lors que même pour ouvrir la route Bukavu-Goma était difficile. Ghislain écrit ceci: non à la théâtralisation de justice, en particulier celle des militaires. Si des responsabilités doivent être établies, ce sont avant tout les ministres en charge de la défense, de l'intérieur et les responsables de services de sécurité qui doivent rendre compte. Leur passivité complice, couplée à un manque flagrant de moyens et de ressources pour nos forces armées, est la véritable cause de l'instabilité sécuritaire et des défaites au front, et non l'action ou la réaction de nos valeureux militaires. Et voilà, je continue avec les réactions. Ce procès, comme je l'ai dit tantôt, a été beaucoup commenté. Et ces militaires ont fui, désertant ainsi les positions. Lui, c'est Emmanuel qui écrit: ils ont abandonné les matériels de guerre de près d'1 milliard de dollars américains. Ils doivent répondre de leurs actes. Luc écrit ceci: d'accord que le moment est mal choisi pour un tel procès qui peut avoir des conséquences psychologiques néfastes sur le reste de nos militaires au front. Ok, mais je ne suis pas d'accord que ces généraux avaient fui faute de moyens. Il suffit de voir le matériel de guerre abandonné. Saïdi écrit ceci: ils doivent être jugés conformément à la loi et puis arrêtés. Arrêtez de dire qu'ils n'avaient pas de moyens ni munitions pour faire face à l'ennemi. Vous êtes loin, moi je suis à Goma et on connaît comment ces généraux vivaient ici. Ils ont trahi la population, ils méritent la
prison. Ici est de noter que l'Est de la République démocratique du Congo quand même était sous état de siège et voilà, plusieurs fois l'état de siège a été renouvelé au sein de l'Assemblée nationale. Donc celui qui écrit a été témoin de la vie que menaient les différents généraux là-bas dans la ville de Goma. Ils avaient tous ici les moyens nécessaires pour résister et repousser l'ennemi. Ils ont choisi la possibilité la plus facile pour protéger leur vie et sacrifier celle de la population afin de profiter afin de profiter pleinement de la richesse qui se sont fait pendant l'état de siège. Donc lui, il vit dans l'Est. D'après ses propos, les généraux se sont fait de l'argent pendant l'état de siège. Donc, et nous allons clôturer le chapitre de réaction avec cette réaction du professeur Paul Gaspard qui a réagi sur la radio Top Congo. Il a déploré la présence du ministre de la Justice au procès. Est-ce que le ministre, nous avons besoin des hommes de droit, est-ce que le ministre Constant Mutamba peut-il ou non assister à ce procès, hein? Voilà, lui, le professeur Paul Gaspard n'est pas d'accord. Il dit, il a déploré la présence du ministre de la Justice au procès, notamment des généraux présumés fouillards. Le professeur de droit s'est appuyé sur des dispositions constitutionnelles dont la méconnaissance heurte l'impartialité de l'État. Voilà, ça ce sont quelques commentaires. Il y en avait beaucoup que nous avons quand même trié pour partager avec vous. Et nous allons encore retourner du côté de la régie si l'élément est prêt. Toujours sur le procès, hein. Clovis, tu peux nous aider? Est-ce qu'il y a l'autre extrait? Parce que c'est quand même un long procès, on ne peut pas tout balancer. Nous sommes en train de trier pour vous. Si c'est prêt, prière de balancer. Sinon, on va continuer. C'est prêt? Ok, Clovis. Voilà. À bord d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, arraché par le commandant 34e région militaire, le général-major Alain Dia, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, étant gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu et commandant des opérations, quitter le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême de FARDC et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major de forces armées congolaises, du reste diffusé par lui-même. Avec cette circonstance que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi ou sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 3. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué volontairement, occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFP, appuyé par l'armée rwandaise, étant gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu et commandant des opérations, occasionné par sa fuite la perte d'un aéronef Sukhoi, d'équipements et matériel affectés pour les opérations
à travers toute la province du Nord Kivu. Avec cette circonstance que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé. Code pénal militaire. Vous avez suivi les préventions mises à votre charge, d'autres préventions. Vous pouvez vous asseoir en attendant qu'on termine avec le dernier produit. Le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi portait une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, quitter le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé vendredi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la 35e réunion ordinaire de Conseil de ministres du gouvernement. L'exposé sur la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire dans le pays, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, les mesures prises pour contrer l'exportation illégale des minerais du Nord Kivu et du Sud Kivu par le Rwanda et ses supplétifs du M23 sont parmi les points repris à l'ordre du jour. Le Conseil va également suivre un exposé sur l'organisation d'une session spéciale de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État 2025 dans les provinces éducationnelles du Nord Kivu 1, Sud Kivu et Nord Kivu 3 et l'invention par un génie congolais d'un avion école breveté en France. Oui, ça c'est ce qui ressort du Conseil de ministres et nous allons retourner du côté de la régie. Nous avons besoin du message de Vital Kamerhe en rapport avec la situation sécuritaire et voilà. Au président de la République, chef de l'État, je voudrais exprimer ces mots, inspirés des Saintes Écritures, du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire, Monsieur le Président de la République, et vous guide en ces temps particuliers pour au Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais exprimer ces mots inspirés des Saintes Écritures du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai ». C'est Dieu qui dit à Félix « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire, là c'est moi maintenant qui l'ai dit, vous inspire et vous guide en ce temps particulier pour s'accomplir le miracle du bâton de Moïse, afin que les obstacles les plus coriaces soient brisés et que les voies les plus inattendues soient ouvertes vers la paix, le progrès et la prospérité de notre pays et de son peuple et de l'ensemble de l'Afrique. Que Dieu bénisse. Là, vous venez de suivre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui est devenu, qui ne se cache plus, il est devenu beaucoup plus spirituel. Mais cette adresse a été commentée et a été saluée. Mais je prends le premier commentaire qui nous vient de Boukassa. Boukassa écrit ceci: j'aurais souhaité que ces mots de la Sainte Bible touchent leur cœur lorsqu'ils s'approprient l'argent de l'État.
ces prédateurs qui s'octroient tous les privilèges de la République, établissant une injustice sociale inégalée. Il parle de Dieu, mais il parle de Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu juste qui n'exauce pas les prières de méchants. Et oui, Vital Kamerhe, on vous rappelle ici, hein, lui il s'appelle Bokassa, il rappelle que Dieu n'exauce pas la prière des méchants. Voilà, il faut aussi avoir, voilà, il faudrait que, il dit, je répète son commentaire, il dit que ces mots de la Sainte Bible touchent leur cœur lorsqu'ils s'approprient l'argent de l'État. Oui, je continue. Dieu l'a déjà montré la voie des négociations à Luanda. Nous prions Dieu d'accorder à notre chef la sagesse divine pendant ces processus de négociations. Et oui, le président Félix Tshisekedi a besoin de la sagesse, hein, a besoin de la sagesse en ce moment pour agir comme il faut, comme il se doit. Et c'est une occasion pour nous de rappeler, comme on avait dit dans le titre, plutôt pendant le sommaire, hein, on avait parlé aussi de l'histoire. L'histoire en République démocratique du Congo est en train de se répéter. Déjà en 1997, il y avait à l'époque où Honoré Ngwanda était chef de renseignement, il était aussi patron de la défense. Lui, il avait conseillé au maréchal Mobutu de dialoguer. Mais le gouvernement était contre. Et on connaît un peu la suite, bon, pour les enfants qui sont nés un peu plus tard, c'est-à-dire dans les années 90 ou bien en 2000, peut-être que l'histoire a échappé, mais c'est comme ça, on va le rappeler aujourd'hui. Donc le gouvernement était contre et le gouvernement était contre. Maréchal Mobutu a reçu un autre rapport que l'armée zaïroise était efficace, l'armée zaïroise était forte, et puis la suite c'était quoi? L'AFDEL a foulé Kinshasa, le mouvement rebelle AFDEL avec les Rwandais ont pris toutes les villes, et en fin de compte le maréchal Mobutu avait fui le pays et il est mort au Maroc comme un exilé politique, et la France lui a refusé, plusieurs pays ont refusé au maréchal Mobutu. Ça c'était quand même incroyable. Aujourd'hui la vidéo n'est pas prête, mais j'aurais aimé partager avec vous cette vidéo où quand même des années plus tard ce sont les Français eux-mêmes qui sont en train de témoigner. Ils étaient quand même, c'était l'étonnement. Et c'était l'étonnement général. On appelle le président de la République française de l'époque qui dit non, il faut d'abord que je discute avec, il faut voir ce sujet avec le Premier ministre, et le Premier ministre qui répond, et puis finalement on dit non au maréchal Mobutu, on dit non. Et c'est cette situation qui est quand même en train de se répéter. Et l'adresse de Vital Kamerhe, c'est vraiment du bon sens. En ce moment, Félix Tshisekedi a réellement besoin de la sagesse divine pour prendre les décisions qu'il faut afin que le pays ne revive pas en fait les atrocités de 1997, la crise de 1997. Nous retournons du côté de la régie. Clovis, aidez-nous avec cet élément de Honoré Ngwanda, le patron du renseignement de l'époque de la République du Zaïre. Voilà. L'élément n'est pas encore prêt. Bon, puisque l'élément n'est pas encore prêt, le temps que du côté, vous savez que la technique a aussi ses caprices, hein, le temps que la technique est en train de se préparer, et nous allons aller du côté des réactions. Et voilà. En 1997, le gouvernement zaïrois a fait face à une rébellion croissante. Au lieu de dialoguer avec les rebelles, le régime de Mobutu a choisi la répression, menant à des violences et à un changement de pouvoir. À la suite, nous connaissons, Mouzé est arrivé ici à Kinshasa, le Sphinx de Limete, lui, à un moment donné, voilà, n'était pas en bonne, disons, le Sphinx de Limete, à un moment donné, il s'est retrouvé là-bas, à Kabeaka Mwanga, c'est comme ça, j'espère que je n'ai pas massacré ce nom, voilà, et c'était ça la situation de l'époque. Alors lorsque Vital Kamerhe invoque Dieu, il prie pour que Dieu, il souhaite que Dieu puisse remplir Félix Tshisekedi de la sagesse. Vital Kamerhe n'a pas tort. Il n'a pas tort.
En République démocratique du Congo, il y a des milliers, des millions de morts dans l'Est et nous ne voulons pas que cette situation persiste. Et nous voulons tout ce que la population demande, c'est que Félix Tshisekedi prenne des bonnes décisions. Et voilà, nous retournons du côté de la région, on me fait signe que l'élément est prêt. Voilà. Pour le plus petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous observez d'abord quels sont ses moyens. Quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Et quand vous vous trouvez en position de force, vous pouvez engager l'épreuve. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Je crois que c'est aussi simple. Et tous les stratèges politiques et militaires dans le passé l'ont fait. Et c'est un principe, c'est une réalité, elle ne change pas. Et je m'étais rendu compte que notre armée n'existait plus. Pour la simple raison que j'ai été moi-même ministre de la Défense et responsable de sécurité. Donc je suivais de très près ce qui se passait du côté de l'armée. Et c'est ainsi que j'ai demandé au chef de l'État de nous engager immédiatement dans la voie des négociations. Le gouvernement n'a pas accepté cette voie parce que le gouvernement avait une autre thèse. Le Rwanda et l'Ouganda étant des agresseurs, il n'est pas question qu'on négocie avec eux tant qu'ils occupent notre territoire. Je n'étais pas de cet avis, parce que je savais la détermination qui était derrière. Et je me suis dit, quelle que soit cette position, moi j'engage, après avoir reçu le feu vert du chef de l'État, je me suis engagé dans cette voie. Je suis allé le voir la veille du sommet de Nairobi 1. Et je suis arrivé à Kampala, où j'ai vu Museveni, et nous avons commencé les discussions et il a accepté, Kagame a accepté, il est arrivé. Nous devrions, et les deux ont accepté, clairement parce qu'ils savaient que j'avais des éléments, des documents à l'appui. Ils savaient que je connaissais la vérité. Donc ils ne pouvaient pas me dire que ce n'est pas ça. Ils ont accepté, mais ils ont dit voici nos raisons pour lesquelles nous nous battons. Sur ces points-là, si nous nous entendons, je crois que nous pouvons arrêter la guerre. Et en examinant ces points que je publie dans le livre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on pouvait facilement tomber d'accord. Mais au moment où on devait aller avec eux à Nairobi, parce que Museveni avait dit nous allons à Nairobi, nous nous entendons sur ces points et nous déclarons qu'il y a cessé le feu et nous entamons directement des discussions. Mais il y a eu pression, le chef de l'État m'a téléphoné, il dit le gouvernement est catégorique. Si vous mettez les pieds à Nairobi, eh bien, vous allez être interpellé au Parlement pour haute trahison. Parce que le gouvernement a décidé de ne pas négocier avec ces deux pays. Vous engagez des négociations, vous serez interpellé. Alors, je me suis excusé auprès de ces deux chefs d'État en inventant la raison que le président Mobutu m'avait donnée de documents publiés par les Américains et qui faisaient pression au Parlement et tout. Et je suis rentré. Voilà le blocage. Je suis rentré, le document, je l'ai ramené au chef de l'État, qui l'a remis aussi au gouvernement. J'avais remis au gouvernement à sa demande. Et nous avons attendu que le gouvernement puisse négocier. Le gouvernement a refusé, mais le gouvernement acceptera 4-5 mois après, au moment où ce sera trop tard. Eh oui, là vous avez suivi, hein, Honoré Ngwanda, ça c'est l'histoire, il a rappelé un peu, bon, il n'a pas rappelé, c'est une vidéo, c'est une ancienne vidéo où, Honoré Ngwanda relate un peu ce qui s'est passé en 1997 avant l'entrée du mouvement AFDEL ici à Kinshasa, et vous avez suivi comment lui en tant que patron du renseignement, en tant que patron aussi de la défense, il a conseillé, il a exhorté le maréchal Mobutu de négocier. Voilà. Lorsque vous n'êtes pas en position de force, qu'est-ce qu'on fait? Il faut négocier. Mais le gouvernement n'était pas d'accord. Et au final, voilà, AFDEL a foulé la ville de Kinshasa. AFDEL a récupéré toutes les villes. Et le maréchal Mobutu a dû fuir la ville de Kinshasa avec sa famille. Il est mort au Maroc comme exilé. Et la guerre, elle est coûteuse, comme on l'a toujours dit, même dans les précédentes émissions, qu'on soit gagnant ou perdant, la guerre, elle est coûteuse. C'est comme ça que
la communauté internationale exhorte Félix Tshisekedi à dialoguer. Même Jean-Marc Kabound, déjà, après juste sa sortie de la prison, il a aussi parlé du dialogue. Martin Fayulu parlait du dialogue, mais jusque-là, Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, dit non, il ne veut pas dialoguer avec le mouvement rebelle. Il ne veut pas. Et je vais tout de suite prendre les réactions. Et je prends cette première réaction. Il faut éviter ce qui pousse à l'application de l'article 64 de la Constitution. Voilà. Chacun, en ce qui le concerne, doit veiller à respecter les règles républicaines qui préservent la paix, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale. D'un côté, le pouvoir veille au respect de la Constitution et de l'autre côté, la population dans son ensemble se sent sécurisée par le pouvoir. Voilà, je continue avec les réactions ici en rapport avec la répétition de l'histoire. L'histoire de notre pays est têtue. Elle se répète malheureusement et exactement. Les acteurs sont différents et les époques, mais le scénario est le même. Vous voyez que le scénario est le même. Cette réaction rejoint plutôt les propos de Honoré Ngwanda. Voilà. Et je continue. Les avertis en comprennent la finalité, mais ils ne savent pas s'exprimer librement. Il faut lire entre les lignes et comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Voilà, ça c'est les réactions. Voilà. Le plus souvent, quand vous voyez les émissaires, c'est succéder avec une même conclusion. Sachez que c'est l'opinion générale discutée et convenue. Dans ce cas, priez beaucoup pour que Dieu vous guide à lever parfois les options impopulaires, mais juste pour la paix et pour sa propre sécurité. Voilà, ça c'est il rejoint pratiquement Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a parlé aussi de la prière, hein, parce que voilà, les hommes intelligents ont donné des conseils, mais quel a été le résultat? Et la Vital Kamerhe, devant les parlementaires, il a exhorté Félix Tshisekedi, il a même parlé, il a cité les versets bibliques et cette réaction, voilà, Dieu que priez beaucoup pour que Dieu vous guide à lever parfois des options impopulaires. Pourquoi? Parce que lorsque les émissaires se succèdent avec la même conclusion, ici, la même conclusion, c'est quoi? Tout le monde veut que Félix Tshisekedi puisse dialoguer avec le mouvement rebelle, parce que selon la communauté internationale, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue militaire. Et là, nous sommes en train d'assister au procès. Comment est-ce que 5 généraux qui étaient au front, les 5 généraux-là qui ont juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême, ils peuvent abandonner, ils ont abandonné leurs troupes. Ils ont abandonné même des munitions. Ça, il y a des vidéos qui ont circulé sur la toile. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont en procès. Ils ont abandonné, ils ont pris la fuite. Mais pourquoi ils ont pris un tel risque? Je crois que nous le saurons tout au long du procès. Et voilà. Et la conclusion jusque-là, c'est le dialogue. Est-ce que Félix Tshisekedi va-t-il changer d'avis? Va-t-il changer d'avis? En tout cas, à l'avenir de nous éclairer. Je continue avec les réactions. La rue peut conduire parfois aux erreurs. La rue, elle peut conduire parfois aux erreurs. Elle mérite d'être guidée. Un leader est appelé à lever parfois les options qui sont contraires à la rue, ce qu'on appelle la base. Donc ici, un peu Félix Tshisekedi, en tant que leader, en tant que garant de la nation, est appelé à lever les options qui sont contraires à la rue, qu'on appelle la base. Parce que aujourd'hui dans la rue, ici à Kinshasa, les gens disent non. La rue dit non. Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais ne doivent pas dialoguer avec le mouvement rebelle. Et voilà, selon cet analyste, la rue peut parfois conduire aux erreurs, d'où il faut guider. Elle mérite d'être guidée. Je continue. Le plus souvent, l'entourage immédiat réagit en cas d'erreur. En ces termes, nous l'avons dit, mais ils ne voulaient pas nous écouter. Voilà, c'est ce qu'aujourd'hui les gens, les anciens partenaires de Kabila disent. Ils disent que voilà, nous avons conseillé Joseph Kabila, mais à l'époque, il a refusé de nous écouter. C'est ça la rue en fait. Et demain, l'on craint que la rue dise la même chose au sujet de Félix Tshisekedi.
que même l'entourage immédiat réagisse en ces termes, que l'entourage immédiat dise en cas de que l'entourage immédiat, en cas d'erreur, si Félix Tshisekedi, voilà, faisait des erreurs concernant cette situation sécuritaire, l'on craint ceci, que l'entourage nous dise, nous lui avons dit, mais il ne voulait pas écouter. Pourtant, ils n'ont pas le courage de vous dire le contraire de ce que vous ne voulez pas entendre. Et voilà. Et la Bible dit que la grâce est pour celui qui l'accepte. Ok, donc ces derniers temps, tout le monde devient beaucoup plus chrétien. Tout le monde aujourd'hui s'est réfugié dans la parole de Dieu. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Et voilà, vous êtes en train de suivre Actu Commenté. Nous avons parlé du procès des 5 généraux de l'armée et de la police qui ont fui devant l'ennemi. Ils sont ici à Kinshasa. Ils sont en procès. Donc, on parle déjà de la condamnation à mort. Voilà, mais voilà. Voilà, on parle déjà de ça, mais on attend la fin et la suite du procès. Sans plus tarder, nous allons passer à notre dernier sujet. On a parlé des tensions politiques entre le Jean-Pierre Bemba et le MLC de Jean-Pierre Bemba et la famille politique de Joseph Kabila, parce que l'on ne comprend pas depuis un certain temps. À chaque fois que Jean-Pierre Bemba prend la parole, il charge Joseph Kabila de tous les mots, mais il charge, voilà, nous allons encore, réécouter Jean-Pierre Bemba et puis nous allons continuer avec les commentaires. Trois temps forts ont marqué la rencontre entre Jean-Pierre Bemba Goma. Dignité. Jamais tokoki kokoma baumbu ya Rwandais. Est-ce que boyoki ngai? Tokoki kosala malisusu te. Nyonso wana parce que bazali ko wela mabele na biso. Ba jeune, il y a 18 ans parce que na c'est et peki sami. 18 ans pe ya koleka komata. Boss à la plaie. Awa, la région militaire. Vous voyez ce qu'elles ont dit? Bakopé Sabino formation. Mokonzi ya mboka se apesi mitindo. Bazwa bino nyonso. Bapé Sabino formation butu moy. Dès que vous êtes sur formation, Mokonzi ya mboka akopé sa or bapé Sabino manduki. Vient ensuite la consigne du gouverneur de la province. Et là, vous avez suivi Jean-Pierre Bemba et depuis un certain temps, voilà, quand il est devant la foule, il charge Joseph Kabila. Il y a même sa famille politique, qui est revenue sur les élections où Jean-Pierre Bemba avait été quand même le candidat malheureux. Le parti de Jean-Pierre Bemba tire sur Joseph Kabila sans pitié. Joseph Kabila n'est qu'un usurpateur, n'ayant jamais été élu ni en 2006, encore moins en 2011. Et voilà, et c'est comme ça, après cette déclaration du MLC, on comprend que Jean-Pierre Bemba règle ses comptes à Joseph Kabila. Mais la réaction ne s'est pas tardée. Il y a des témoins silencieux, des témoins silencieux, donc ces témoins qui ne sont pas de la famille politique de Joseph Kabila, mais qui ont quand même réagi. Je vais prendre ces réactions. Ni Jean-Pierre Bemba lors de l'élection présidentielle de 2006, ni Étienne Tshisekedi en 2011 n'ont véritablement réussi à battre Joseph Kabila dans les urnes. Voilà, ça c'est son avis. Croire le contraire relève d'une illusion persistante, voilà, d'un mythe que certains continuent d'entretenir. Oui, nous savons que depuis 2006, jusqu'à la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila, il y a ce mythe qui avait été entretenu, que Joseph Kabila n'avait pas gagné les élections de 2006 contre Jean-Pierre Bemba. Il n'avait pas gagné non plus les élections de 2011. Mais là, nous prenons les réactions quand même des témoins silencieux. Il dit, voilà, croire
croire le contraire relève d'une illusion persistante. Ni Jean-Pierre Bemba. Donc Jean-Pierre Bemba n'avait pas battu Joseph Kabila en 2006. Étienne Tshisekedi n'avait pas non plus battu Joseph Kabila en 2011. Nous allons présenter ces arguments. Depuis Kinshasa, il était possible de se laisser griser par l'effervescence populaire entourant les figures de l'opposition et d'imaginer une victoire triomphale sur l'ensemble du pays. Ok, donc Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce que Joseph Kabila était moins aimé à Kinshasa qu'ailleurs il n'était pas aimé. Voilà, pour nous qui étions dans l'est du pays, la réalité était tout autre. Joseph Kabila y jouissait d'une popularité indiscutable, d'une aura presque légendaire. En 2006, il était perçu comme le libérateur du peuple, l'homme qui a mis fin à la guerre. D'un simple coup de stylo, disaient nos mamans. Dans ce contexte, avec un électorat majoritairement acquis à sa cause dans l'est du pays, renforcé par des alliances stratégiques avec Antoine Gizenga et Nzanga Mobutu pour l'Équateur, il était quasiment impossible que Bemba l'emporte au second tour. En 2011, Kabila a conservé encore une solide assise dans la partie orientale du pays, ainsi qu'au Katanga pour qu'il soit battu par le candidat Étienne Tshisekedi. Ce n'est véritablement qu'à partir de 2012 que la lassitude a commencé à s'installer parmi les populations de la partie orientale du pays et petit à petit, on a commencé à haïr Joseph Kabila. Mais entre son arrivée au pouvoir en 2001 et la fin de son premier mandat en 2011, Joseph Kabila fut incontestablement l'enfant chéri de cette région qui représentait alors le cœur battant de l'électorat national, parce que vous le savez que c'est lui qui a gagné l'Est. Il gagne directement les élections. C'est comme ça que même Félix Tshisekedi a dû faire alliance avec Vital Kamerhe, avec Bahati Lukwebo. C'est pour avoir accès justement à l'électorat oriental qui est le plus important dans notre pays. Voilà, ce témoin silencieux explique que c'est impossible. Et ça, c'est un mythe en fait. Lorsque généralement ici à Kinshasa, on entretient ce mythe. Voilà, on fait croire à la population que Joseph Kabila n'avait jamais gagné les élections. Oui, selon ce témoin, il dit que non, c'est faux, parce que Kinshasa n'est pas le miroir de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce que Joseph Kabila était moins aimé à Kinshasa qu'il ne l'était pas dans l'Est dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon lui, de 2006 jusqu'en 2011, Joseph Kabila était très aimé. Il jouissait même d'une aura légendaire, ça ce sont ses propos. Mais c'est à partir de 2012, voilà, que la lassitude commençait aussi à gagner la population de l'Est. Voilà, ils ont été quand même contaminés par la lassitude des Quinois. Ça c'était à partir de 2012, voilà, à partir de 2012. Et voilà, ça c'est sa réaction. Et nous allons continuer, mais il y a quand même des gens qui ne partagent pas cet avis. Et vous aussi, si vous avez des éléments contraires, vous avez des éléments contraires, prière de nous les faire parvenir. Voilà. J'étais au Congo comme observateur international avec la Fondation Carter en 2006 et 2011. C'est que, voilà... c'est important de nuancer les choses. J'ai couvert le conflit en tant que reporter en 2006 en Ituri au Sud Kivu. Et c'est vrai que Joseph Kabila était populaire dans l'Est. Voilà, ça c'est quelqu'un aussi qui, voilà, qui va dans le même sens. Donc Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Et voilà. Je vais prendre une autre réaction. Le président avait remporté l'élection présidentielle de 2006 au deuxième tour, mais pas en 2011. D'ailleurs, la CENI et même le gouvernement avaient reconnu qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. Oui, voilà. J'admets que Joseph Kabila avait remporté les élections de 2006
voilà, de 2006, donc face à Jean-Pierre Bemba. Quant à celle de 2011, je doute fort. Je fus à Lubumbashi, d'où j'avais voté pour mon leader Vital Kamerhe, mais le Sphinx était en tête partout. Et voilà. Et c'est ça, en fait, quelques réactions. Que vient faire la question des résultats électoraux passés? Pourquoi Jean-Pierre Bemba en parle aujourd'hui? Il découvre ce fait aujourd'hui. Le pays est agressé. Et voilà. Il crée une cacophonie. Et voilà. Et demain, il dira qui a tué le Mumba. Ça, ce sont quand même les différentes réactions. Je prends la dernière réaction. Les gens de Kinshasa ont une vision totalement tronquée du Congo. Ils croient que le reste du pays s'aligne derrière eux. Joseph Kabila a bel et bien gagné les élections de 2006 et de 2011. En 2011, l'UDPS n'était même pas capable d'aligner 350 candidats aux législatives. Voilà, ça c'est... et voilà, ça c'est quelques réactions. Et à travers ces réactions, nous comprenons, à travers ces réactions et les déclarations de Jean-Pierre Bemba et de sa famille politique, le MLC, et on comprend que Jean-Pierre Bemba a quelques comptes à régler avec Joseph Kabila. Visiblement, il n'a jamais digéré son échec face à Joseph Kabila et les années qu'il a passées à la prison de la CPI n'a pas, voilà, il ne l'a pas digéré non plus. Donc, à vous aussi de vous faire votre opinion. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on est revenu sur le procès. On a abordé ce procès des 5 généraux de l'armée et de la police qui sont déférés devant les tribunaux parce qu'ils ont fui, ils ont abandonné les troupes, ils ont même ignoré voilà, ils ont oublié même les serments qu'ils ont prêtés jusqu'au sacrifice suprême. Eux, ils ont abandonné les militaires et ils sont partis. Voilà, ils sont là en procès et nous attendons la suite de procès. Et on est aussi revenu quand même sur les déclarations de Jean-Pierre Bemba et il y a cette voilà, les résultats électoraux de 2006 qui ont refait surface et par là on comprend que Jean-Pierre Bemba et sa famille politique n'ont jamais digéré leur échec face à Joseph Kabila. Pour les témoins silencieux, il est temps d'arrêter ce mythe, il est temps d'arrêter en fait cette illusion de faire croire à la population congolaise en général et puis en particulier la population de Kinshasa que Joseph Kabila avait perdu les élections parce que Kinshasa n'est pas le miroir de la République démocratique du Congo. Vous avez aussi suivi les propos de l'ancien patron du renseignement Honoré Ngwanda, aujourd'hui paix à son âme, ce qu'il avait dit autrefois se répète aujourd'hui. D'après lui, le maréchal Mobutu qui était président du Zaïre devait négocier, dialoguer avec le mouvement rebelle et le gouvernement de l'époque, le parlement de l'époque avait dit non et la suite c'était le maréchal avait pris la poudre d'escampette. On espère que cette situation ne va pas se répéter aujourd'hui. C'est pourquoi même Vital Kamerhe a fait appel à conseiller, à exhorter le président de la République en mentionnant les versets de la Bible. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se revoit dans une prochaine Actu Commentée. Il y avait quand même beaucoup de commentaires. Malheureusement, on ne sait pas tout lire. Espérons que prochainement, on aura beaucoup plus de temps. Merci. Merci de nous avoir suivis. Sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu commenté est là pour vous. Amira Malimi, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière.
à 21h, soyez là.